What up les gens, première vidéo sur Backbone Code. Le lancement, enfin, la première vidéo sur cette chaîne-là. Alors, vous avez compris, je vais parler beaucoup de choses à propos du self-hosting, du game dev, etc. Et je me suis dit, vas-y, c'est important quand même d'expliquer pourquoi j'ai fait le changement de Windows vers Linux. Et je vous vois déjà venir, ça va être une vidéo d'un geek qui va essayer de nous expliquer pourquoi c'est bien Linux, c'est le Saint Graal, c'est le Saint Linux. Non, je vais pas vous faire ça. Je vais vous expliquer quand même les avantages qu'il y a à Linux, mais il a beaucoup de désavantages aussi. À savoir que je l'ai fait il y a un mois le changement, donc c'est pas encore représentatif. Mon PC il tourne actuellement tout, c'est-à-dire le streaming, le gaming, je monte mes vidéos dessus, je fais à peu près tout là-dessus. Premier chapitre, pourquoi maintenant? Déjà à l'époque, quand j'étais à l'université, beaucoup de gens de ma classe utilisaient Linux, mais le seul souci, c'est que moi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo à l'époque, beaucoup plus qu'à l'époque. Il avait un problème, c'est que je pouvais pas trop jouer sur l'OS parce que à l'époque, c'était pas encore assez démocratisé, c'était compliqué. Fallait peut-être utiliser Wine, et je sais pas si Wine à l'époque était assez compatible et tout. En tout cas, au fur et à mesure, donc j'ai laissé de côté, j'ai continué sur Windows, etc. Et un jour, je vois la vidéo de PewDiePie. À un moment donné, il parle sur le fait que il a changé d'opérateur, il est passé sur Linux avec une distro, je crois, de Mint. Quand on le voit la vidéo, c'est assez intéressant parce qu'il explique quand même certains points que beaucoup reconnaissent dans Windows, c'est-à-dire le bloating. Concept assez chiant, mais en gros, le bloating, c'est quoi? C'est que, arrivé à un certain moment, quand on achète une machine, un PC qui a Windows dessus, on arrive, après un an, à voir que le PC est assez ralenti, assez lent, etc. Et de ce que j'ai compris, alors vous me dites dans les commentaires si j'ai mal dit les choses, mais en gros, le bloating, c'est que quand on a un PC qui tourne Windows, au fur et à mesure, Windows, en fait, il a une sorte de structure dans l'OS où il fait en sorte que la compatibilité des programmes doivent suivre pour plusieurs versions de Windows. Le souci, c'est que du coup, tu as des bibliothèques remplies de code source, etc., qui doivent être compatibles pour plein de versions de Windows, des choses que peut-être tu veux, toi, en tant qu'utilisateur, tu veux pas les garder. Mais ça ralentit énormément le programme, ça ralentit beaucoup l'OS, et ça fait en sorte que du coup, on perd de la rapidité. Alors avec Linux, ça change, parce que Linux a une autre mentalité. Linux n'est pas vraiment un OS qui te dit, toi là, oui toi, je vais faire tout ce que tu veux, en te montrant avec des belles fenêtres, et en te mettant des alertes et tout. Non, Linux te prend pour un adulte, et te dit, ok, voilà les outils, fais ce que tu veux, par contre, il faut savoir ce que tu fais. Et c'est ça qui est fort dans Linux, c'est que tu peux customiser beaucoup plus les choses, tu as une rapidité à installer les choses que tu veux, et tu installeras seulement les choses que tu veux. Et c'est ça qui était fort. Dernièrement, Valve a sorti du coup le Steam Deck, et derrière avec le Steam Deck, ils ont sorti du coup une couche sur Linux qui s'appelle Proton. Alors Proton est intéressant, pourquoi? Parce que c'est un OS que Valve a développé sur Linux qui permet de lancer des jeux Windows sur Linux. À l'époque, moi, je pouvais pas aller sur Windows parce que je pouvais pas jouer aux jeux vidéo. Et là, tu me dis que déjà, cette problématique-là a été résolue. Deux, que en fait l'OS, tu peux l'installer facilement. Pourquoi encore rester sur Windows, hein? C'est déjà que ça c'était un point intéressant, et après le vrai déclencheur bien entendu, c'est la frustration que j'avais énormément sur Windows, les updates forcés qui te coupent en plein projet, la télémétrie impossible à désactiver complètement, le fait que Windows décide pour toi de plus en plus, et surtout cette sensation de lourdeur quand tu as ton PC et qui n'arrive pas à changer, que c'est genre lent, et que ça prend des ressources parce que tu as un bon PC, mais pourtant tu sens que tu as un PC qui n'est pas à sa capacité, qui n'a pas à 100%, c'est frustrant. Et puis moi, qui veux de plus en plus faire du self-hosting, depuis un moment j'en avais marre de payer des abonnements, les abonnements à Google Drive, Dropbox, Spotify et tout, et je voulais vraiment avoir ce pouvoir là de me dire vas-y, le self-hosting je vais le faire, et j'ai envie de le faire à ma façon. Et quand on regarde un peu sur internet, qu'est-ce qu'on voit? L'OS qui est le mieux pour le self-hosting, c'est quoi? C'est Linux, parce que t'as Nextcloud,
Et c'est qui a serveur Plex? C'est Linux. Hein, et c'est quoi? Où c'est mieux pour utiliser Docker? Bah Linux. Et du coup, ben, tous les chemins menaient au même endroit. Et alors un soir, je me suis dit, vas-y, écoute, je vais aller sur Internet. Je vais regarder c'est quoi le Linux le plus customisable. J'ai vu Arch Linux parce que la plupart en parlaient. J'ai pris ma clé USB et j'ai mis le boot. Allez, je l'ai bootable, hein, comme on dit. J'ai mis l'OS là-dessus. Et je me suis dit, vas-y, on y va. Par contre, je vous conseille pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire que Arch Linux, faut avoir un peu de connaissances. Et par contre, ça, j'avais pas trop. Mais soit, on va passer au deuxième chapitre, les premiers pas. Alors, les premières 24 heures sur Linux, c'était surprenant quand même. Hein. C'est d'abord l'installation. Alors là, première surprise, c'était assez simple en vrai. Genre, plus facile que ce que je pensais. En gros, déjà, pas de clé de licence, vu que c'est open source. Et déjà, le concept d'open source, il faut en parler, c'est magnifique quand même. C'est-à-dire que t'as des gens qui ont dit, on va arrêter de vous vendre des trucs que vous n'avez pas vraiment besoin, on va vous faire ça libre pour que tout le monde puisse utiliser. Ça, c'est trop beau. Déjà, pas de compte obligatoire à s'enregistrer, t'as pas 10 000 questions pour la télémétrie, tu cliques, tu regardes, tu lis, tu acceptes et bam, tu l'installes. Et après, même pas une demi-heure, tout est installé. Et là, j'allume mon PC, alors je le reboot, et là, bam, magnifique. Arch Linux installé, et surtout, le PC s'est allumé, mais tellement vite. Genre, je pense que après des années d'utilisation de Windows, et j'en ai eu des années d'utilisation de Windows, ça mettait parfois 1 minute pour le lancer. Et pourtant, j'ai un NVMe. Donc c'est pour vous dire que ça allait quand même... J'avais un bon PC quand même. Mais ça prenait du temps. Et là, avec un peu de chipotage, hein, la magie spéciale, 10 secondes. 10 secondes sur Linux. Jamais j'aurais cru que c'était possible. Genre... Moi, pourtant, sur Windows, j'avais l'impression que voilà, c'est normal, le PC, peut-être qu'il devient vieux et tout. Pourtant, j'ai une très bonne configuration. Mais là, non, c'était assez rapide. Et alors, on n'a pas parlé d'un point qui est hyper important sur Linux, c'est le terminal. Alors le terminal, comment vous dire, ça existe sur Windows, mais c'est pas aussi puissant que sur Linux. Le terminal, c'est vraiment la sensation que tu as au début. Tu penses que tu es un hacker de fou malade, mais c'est un truc le plus simple possible. Mais c'est tellement puissant, c'est la puissance même de Linux, c'est ce terminal-là. T'as envie d'installer un programme sur Arch Linux? Ok, tu fais yay.s et tu mets le nom du programme et ça installe directement. Tu veux ça comme programme? Ok, tu l'installes. Tu fais ça, tac, tac, tac. Tu dois plus aller sur Internet, mettre le nom du programme, télécharger un exécutable, cliquer dessus, appuyer sur Next, Next, Next. Non, direct terminal, ça le cherche, ça prend le fichier qui est lié là-dessus, ça va te l'installer, ça va te le mettre dans ton système et il va regarder toutes les dépendances qui sont liées au programme. C'est ça la puissance de Linux. C'est pour ça que c'est aussi populaire dans le sens que beaucoup de gens commencent à kiffer Linux, c'est pour cette force-là. Ceux qui aiment trop ça, les bandeurs là, de terminal, vous pouvez même mettre de l'art et tout, ASCII dans les terminaux, ça c'est tout un truc sur Linux, c'est trop drôle. Bref, si vous avez envie de regarder ça plus en détail. Alors, on passe au chapitre 3, le gaming. Alors, soyons honnêtes, le gaming, c'était mon test ultime. Si ça marchait pas, bah en gros c'était un peu mort, tu vois, pour moi, parce que ça veut dire qu'il fallait que je retourne sur Windows et c'était trop chiant du coup. Donc premier truc, hop là, comme vous avez vu, terminal, j'ai installé Steam. Je vais dans les paramètres, dans mes jeux, j'active Proton parce que Proton c'est la couche justement qui permet du coup de lancer les jeux Windows sur Linux. Et là, je lance Arc Raiders. Crisp. Zéro problème, zéro souci. Le jeu se lance comme si c'était normal, genre comme s'il avait rien du tout. Et ça marche parfaitement. J'ai eu zéro problème. 60 FPS, mais continuellement. La carte graphique, elle était à peine en élevé et tout. Le processeur était nickel. Je streamais même en même temps et tout. Il y avait zéro souci. Alors, juste un petit point. Parce que là, j'ai envie
d'adresser les développeurs là. S'il vous plaît, faites des anti-cheats qui sont logiques. Arrêtez de mettre des anti-cheats kernel. Parce que le problème, c'est que nous, qui sont sur Linux, on peut plus jouer à vos jeux. Parce que les anti-cheats ne sont pas faits de façon intelligemment et bien faite. Du coup, nous, on veut jouer à vos jeux. Par exemple, Tarkov. On peut pas jouer parce que même le développeur n'active pas une option qui normalement est prévue. BattleEye, je crois, c'est ça qui fait Tarkov. Ils ont prévenu les développeurs, ils ont dit, vous devez juste activer une petite option. Ils le font pas. Pourquoi? S'il vous plaît, laissez-nous jouer à vos jeux. Mais soit. Franchement, à ce moment-là, genre j'ai testé d'autres jeux, notamment Cyberpunk, j'avais testé Red Dead Redemption 2, et même des jeux indés pour voir un peu comment ça marche. Et franchement, sur les centaines de jeux que j'ai dans ma bibliothèque, il y en a peut-être quelques-uns qui marchent pas, mais justement à cause des anti-cheats que j'ai viens de dire auparavant. Mais bon, entre 20 jeux qui ne marchent pas et plus d'une centaine de jeux qui marchent, j'avoue que bon, c'est pas si grave que ça. Et franchement, même, il y a certains jeux qui tournaient mieux sur Linux que sur Windows, pour vous dire. Donc, franchement, c'est trop bien. Et puis après, les gens qui aiment modder, par exemple, leur jeu, il a plein d'options aussi. Sur Lutris, il a la possibilité de mettre des launchers, d'installer aussi des mods aussi. Donc, franchement, il a rien qui n'existe. Allez, il a pas un truc qui n'existe pas sur Linux. Donc, vraiment, moi, qui étais plus jeune, qui pouvait pas trop jouer aux jeux vidéo, bah là, je vous dis, c'est open bar, donc allez-y, mais genre les yeux fermés. Et franchement, on peut le dire maintenant, le gaming sur Linux en 2025, c'est plus une question de est-ce que ça marche, mais plutôt comment je configure ça de manière optimale, parce que bon, il a quand même parfois certains jeux qu'il faut faire des petits tweaks, et pour le reste, j'ai envie de dire, amusez-vous. Le self-hosting. Bon, le gaming, c'était qu'une partie de l'équation. L'autre raison pour moi, et qui était en vrai le principal, c'était le self-hosting. Alors là, les amis, Linux, c'est le paradis. Vraiment, j'exagère même pas. J'ai commencé doucement, un petit serveur Nextcloud que j'avais fait sur mon Raspberry Pi pour remplacer mon Google Drive, et c'était tellement facile. Tu suis juste le tuto qu'ils ont même mis sur leur site, tu suis la documentation, hop là, plop, quelques commandes, configuration ici, boum, bam, et hop là, dans tes serveurs. Tu veux mettre des fichiers, tu peux le mettre. Tu veux transporter des photos, hop là, tu peux le faire. Zéro abonnement, tout géré par moi-même, avec un système de sécurité que je peux accéder aussi à mon téléphone, qui a la lumière d'ailleurs, et tout ça, franchement, d'une simplicité que j'ai jamais vue auparavant. Et ça, franchement, genre, il a tellement d'autres options aussi pour le self-hosting. Par exemple, si vous avez bien entendu des vidéos légalement obtenues et que vous voulez le streamer sur votre écran, possibilité. Jellyfin qui permet de simuler une sorte de Netflix, qui met tous vos bibliothèques de films à disponibilité. Vous avez un système de password où vous gardez tous vos mots de passe dans un certain site et que vous payez un abonnement. Plus besoin. Vault Warden qui remplace tout, qui permet d'avoir vos mots de passe aussi bien configurés, etc. Je veux dire, il a tellement de possibilités dans le self-hosting sur Linux que en vérité, faut pas avoir peur parce que le système est fait en sorte que ça tourne bien. Et en plus, si vraiment vous voulez avoir des applications qui tournent de façon parfaitement pour chaque configuration, qui ne sont pas interférées l'un avec l'autre, il y a Docker, vous le mettez dans le Docker, vous faites tourner 15 systèmes en même temps et ça tourne parfaitement. Moi, ce que j'ai fait en tout cas, c'est le cas sur mon Raspberry Pi, j'ai mis Nextcloud, j'ai mis Vault Warden. Je suis en train de réfléchir à mettre un système de programme pour nous faire des notes. Quand j'ai envie de faire des notes, bah, je pourrais les mettre. Je pourrais communiquer avec mon téléphone à distance avec mon Raspberry Pi. Tout ça est possible. C'est en vérité pas si compliqué à mettre en place. Ça prend du temps. D'ailleurs, si vous voulez, je ferai un live là-dessus pour vous montrer comment le faire. Mais pour le reste, ça passe crisp. Et j'étais trop heureux parce que ça veut dire que moi, je peux bricoler. Je peux m'amuser là-dessus et en même temps me sentir quand même maître de mes données. Et ça, c'est magnifique. Passons au chapitre 5. Et là, ce sera important parce que ça parle les galères. Alors, on va pas se mentir, tout n'a pas été rose. Franchement, premièrement,
Quand vous installez Arch Linux, alors, quand vous installez Arch Linux, pardon, il n'a pas de souci, vous pouvez l'installer. Il a l'interface GNOME ou Plasma. Franchement, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, j'étais un peu curieux parce que bon, vu que j'ai envie de chipoter et tout, je me suis dit, j'ai envie d'installer Hyperland. Hyperland, c'est une sorte d'interface, si tu veux, avec Wayland, etc., qui fait une version de Windowsing, ça fait stylé, t'as plein de vidéos des gens qui maxent à mort pour montrer comment c'est stylé de customiser tout. Donc moi je me suis dit, tant que je suis là, pourquoi pas pousser au maximum la customisation et faire ça. Alors j'en ai chié. Pourquoi? Parce que j'ai pas lu la documentation. Ça c'est un truc par contre qui est hyper important dans Linux. C'est quand même faire attention à pas installer n'importe quoi parce que vu que c'est tellement customisable et qu'on peut choisir les compartiments qu'on veut installer, ben c'est aussi de notre responsabilité à bien le faire. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui ne marchent pas bien, qui s'interfèrent et du coup pose des problèmes. Alors j'ai pris beaucoup de temps et j'ai galéré et puis j'ai remarqué qu'il avait un distro, je sais pas si on peut dire distro parce que bon il a tout un concept de mots dans Linux, bon peut-être je l'expliquerai dans une vidéo. En tout cas, distro c'est Arch Linux et t'as des gens qui ont créé leur propre package avec Arch Linux dedans et Hyperland et Wayland qui s'appelle Omarchy. Et apparemment Omarchy tourne plutôt pas mal, donc moi je me suis dit vas-y, je vais l'installer. Et je l'ai installé en 2.2. En vérité, ça se fait en 2.2. C'est très bien expliqué sur leur site. Toutes les étapes à faire. Je l'ai installé avec certaines modifications que j'ai fait après. Et mon PC tourne parfaitement maintenant sur Omarchy. Donc franchement, je le conseille pour ceux qui veulent pas trop se casser la tête. Faites Omarchy. Moi, j'ai après chipoté et j'ai fait mes trucs après derrière aussi. Mais ça tourne plutôt pas mal. Et franchement, c'est vraiment bien fait. Après, bien entendu, il a aussi des problèmes selon les programmes qu'on utilisait à l'époque sur Windows. Notamment un qui est vraiment chiant, c'est Adobe. Et Adobe, Adobe comme on dit, tous les programmes d'Adobe sont chiants parce qu'ils sont pas sur Linux. Et donc du coup, il fallait trouver des alternatives, notamment ceux qui aiment bien Photoshop de chez Adobe. Bah t'as GIMP, mais bien sûr, GIMP n'est pas la même chose que Photoshop. Mais vu que GIMP c'est un truc open source, bah les gens ils ont créé des mappings pour que tous les mappings de Photoshop soient utilisables sur GIMP. Il y a aussi plein de raccourcis qui sont utilisables sur GIMP qui en fait reflètent Adobe parce qu'il y a des gens qui ont fait la transition aussi. Moi par exemple pour le montage vidéo, je passe plus par Premiere Pro mais je passe par DaVinci Resolve. Il y a aussi des mappings qu'on peut utiliser pour retrouver un peu le workflow qu'on avait à l'époque. Tout ça, c'est facilement trouvable sur Internet. Tu as des gens qui ont fait déjà le cas. Et si ça va pas, c'est toujours possible de chipoter. Vu qu'on est sur Linux et que c'est des programmes open source, on peut y chipoter et faire notre propre workflow qu'on avait à l'époque. D'ailleurs, si vous voulez, je peux toujours montrer des vidéos à propos de DaVinci Resolve et comment faire tout ça. Mais en vérité, après quelques semaines, allez, peut-être après une semaine de tweaking, de changer et tout, on reprend une habitude, on crée des nouvelles habitudes bien entendu, c'est pas parfait non plus, il y a des trucs qui ne fonctionneront pas comme ce qu'on a fait à l'époque. Moi par exemple je sais que pour le routing du son, donc faire en sorte que je sépare virtuellement les sons de mon browser que sur mes musiques et tout, c'était un galère, c'est encore toujours une petite galère. Bref, c'est pas parfait non plus, hein. Linux c'est plutôt pas mal pour plein de choses, mais il a quand même des problèmes. Et on va pas se mentir, il faut avoir un certain niveau aussi si vous voulez vraiment modifier à fond Linux. Il faut avoir le temps de lire une documentation, de prendre son temps à fond. Et si on le fait pas, bah oui, on va avoir des difficultés techniques pour la suite, quoi. Passons au chapitre 6, le verdict. Un mois après, où j'en suis. Bah mon PC maintenant tourne parfaitement, j'ai envie de dire même il tourne... je vais dire en 10 secondes, j'ai pas eu un seul écran bleu pour le moment, mais après un mois, c'est pas très représentable. J'ai pas eu trop de soucis non plus. Les mises à jour, bah c'est moi qui choisis de mettre mon système à jour. On me le force plus. C'est ça qui est vraiment... Ça par contre c'était trop chiant les mises à jour qu'on forçait parce que du coup parfois ça pouvait poser problème. Et là c'est moi qui décide. Mon système est stable, il est rapide, il me permet de faire plein de trucs, notamment de jouer aux jeux vidéo, d'héberger les services que je veux faire, de faire mes projets de local IA aussi.
Et tout ça, c'était compliqué de le faire sur Windows parce que ça allait prendre des ressources, ça allait poser des problèmes. Et au final, je remarque que Linux, quand même, il est beaucoup plus stable pour mon système à moi, mon PC à moi, qui me permet de faire plein de trucs que moi, je désirais le faire. Et j'avais plus trop de raisons de refuser de passer sur Linux au vu du fait que tout existe déjà sur Linux et que au final c'était que peut-être une flemmardise de plus passer sur Linux, et donc du coup bah, j'ai pris le pas, j'ai fait le pas, et je peux ne pas, allez, je veux dire, je fais que recommander, même si j'avais dit que je recommandais pas, j'ai menti, je vous recommande d'installer Linux. Est-ce que je recommande Linux à tout le monde? Non. Si vous voulez juste ouvrir votre PC et que ça marche sans vous poser de questions, je comprends que vous voulez rester sur Windows, et Windows fera le job. Mais honnêtement, si vous êtes un peu curieux, si vous voulez apprendre un peu des choses, et si vous en avez surtout marre d'avoir des abonnements et derrière de vous protéger de façon donnée, hein, parce que là les big tech et tout, ça commence à être un peu touchy et tout. Alors là, oui, allez, je vous conseille quand même de jeter un œil et de vraiment prendre le temps de regarder un peu tout ça. Commencez surtout avec des distros qui sont plutôt faciles à prendre en main et qui sont très semblables à Windows niveau layout. Là, je parle de Ubuntu, de Linux Mint et tout. C'est quand même deux distros qui sont faciles à utiliser, qui sont assez connus, qui sont très stables et tout. Et si vous avez vraiment peur, faites des dual boot, hein. Installez Windows, vous avez Windows installé, vous installez aussi en même temps Linux, comme ça vous avez les deux. Comme ça, si vous avez peur que ça marche pas trop, bah, vous pouvez toujours basculer sur Windows de nouveau. Et sinon, dès que vous voyez que c'est bon, bah, vous pouvez retirer Windows et puis laisser Linux en place. Mais en vrai, donnez-vous un peu de temps quand même, parce qu'une fois que vous avez goûté quand même à cette liberté-là, vous comprendrez beaucoup tant de gens qui ne reviennent plus en arrière, notamment moi en question. Voilà, c'était mon histoire, mon passage à Linux. Si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous avez des questions, je suis là. Surtout, likez, abonnez-vous et surtout amusez-vous, parce qu'au final, c'est ça l'informatique, s'amuser et apprendre.